Bonjour, je suis Frédéric, psychologue clinicien du travail. Ce podcast donne la parole à celles et ceux qui ont vécu ou vivent un burn-out d'origine professionnelle. Ici, on prend le temps de raconter son histoire, comment ça a commencé, comment on a traversé les événements et ce que l'on aimerait partager avec d'autres. Je défends une idée simple mais qui me semble essentielle, le burn-out vient du travail, pas des fragilités individuelles. Alors, pas de chichi, pas de filtre, juste des récits bruts, authentiques et humains. Bienvenue dans Paroles de Burn-out, bonne écoute. Dans l'épisode précédent, Emma racontait des changements organisationnels qui ont progressivement vidé son travail de sens. Aujourd'hui, elle nous emmène dans ce moment de bascule, l'effondrement, quand le corps lâche, quand le retour au travail devient impossible, quand il faut tout reconstruire. Un récit fort, lucide et bouleversant. Et là, c'est mon corps qui craque en fait, parce que c'est pas mal de route et j'ai failli avoir un accident. Je me suis rendu compte que j'étais épuisée physiquement, que j'arrivais plus à prendre de recul, que je dormais plus, parce que du coup, je pensais au boulot la nuit, je me réveillais pour prendre des notes parce que j'y pensais tout le temps. Un jour au boulot, je faisais de pleurer en fait, je n'étais plus capable de faire autre chose. Donc, j'ai appelé mon médecin, j'ai demandé qu'elle m'arrête 3 jours et qu'elle me donne de quoi dormir. Et là, elle m'a dit 3 jours, ça va pas suffire. Je me dis si, donnez-moi la fin de la semaine, c'est bon. Donc, j'ai voulu absolument retourner au boulot et là, à la fin de la première journée, c'était pire. C'était pire. Et là, j'ai changé avec ma DRH qui avait un côté aussi très maternel et avec qui je pensais en fait, en vrai, avoir une très bonne relation. J'en étais persuadée et je me cachais derrière ça. Et elle m'a dit, prends du temps, arrête-toi encore un peu. Je me suis restée 1 semaine de plus et après, j'étais en vacances pendant 2 semaines. Et je me suis dit, ça va aller, je vais revenir. Et en fait, la veille du retour au boulot, je me suis dit, en fait, je suis pas capable. Et donc, après, ça a été un peu l'engrenage d'arrêt qui m'a amené à ne plus jamais y revenir et à prendre conscience que j'avais fait un burn-out. Et c'est mon médecin, effectivement, qui a mis le mot dessus et j'ai mis du temps à accepter que c'était ça. Mais alors, tu vois, on est passé de ce moment où tu expliques un peu les conditions de ce qui amène à la dégradation de tes conditions de travail, dans lequel, après, on est allé très rapidement dans la phase de l'effondrement. Ça a été très rapide, le Ça a moment? été super rapide. Ça a été super rapide. En fait, je pense que j'ai tellement résisté qu'il s'est passé donc plus d'1 an entre avec mon premier changement et le second. L'arrivée de la personne suivante, ça a été assez rapide et entre son arrivée et l'effondrement, il s'est passé 3 mois dans les vacances, quoi, dans les grandes vacances. Et c'est dans cette période-là où c'était déjà avant les problématiques de sommeil, les problématiques de charge de travail? Est-ce qu'il y avait d'autres? Alors, les problématiques de charge de travail, oui, elles y étaient depuis. En fait, finalement, quand je dis charge de travail, elles ont toujours été là, même quand tout allait bien. J'ai une capacité de travail qui est très importante, sauf que quand je crois en ce que je fais, que je sais pourquoi je le fais, quand ça a de l'impact, ça pose pas de souci. En fait, ça passe, c'est le corps. Le corps résiste et sait quelque part se régénérer tout seul. En tout cas, c'est comme ça que je le vivais et que je l'ai vécu. Et à partir du moment où il y a une perte de compréhension, de sens, d'impact, là, c'est comme si le cerveau prenait le relais, continue à fonctionner et que je perds conscience du corps, en fait. Que j'oublie qu'il faut que je prenne soin de mon corps, qu'il faut que je dorme, qu'il faut que je fasse du sport, qu'il faut que j'ai du temps pour moi, quelque part. Et il n'y a plus que mon cerveau qui fonctionne et qui essaye toujours. En fait, ce qui fait la différence, ça a été ma capacité à un moment, avoir être bien dans ce que je faisais et du coup avoir mis en place tout ce qu'il fallait autour pour pouvoir tenir dans cette charge-là. Et le moment où, comme ça va plus au boulot, en fait, j'arrête de prendre soin de corps. L'esprit prend le dessus, mais l'esprit va plus bien en fait quand il y a que lui qui fonctionne parce que ça sature. Et t'en avais conscience dans cette période-là que Non, ça commençait à dérailler? non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est même pas au premier échange avec mon médecin que j'en ai pris conscience. Je pense, c'est le 3e échange avec mon médecin où elle m'a dit: «Ouh là là, Emma, faut arrêter, en fait, je vous l'avais déjà dit avant, vous voyez bien ce que je vous l'ai dit et ça arrive comme je vous l'ai dit».
Et c'est là où effectivement, dans les discussions, tu te dis, bah, elle me demande, mais qu'est-ce que vous faites à côté pour vous reposer, etc. Je dis, bah, j'y arrive plus, en fait. Je bosse le week-end, je bosse la semaine, je bosse la nuit, je ne fais plus, j'ai plus le temps d'aller au sport, je lis plus, je fais plus tout ce qui est censé me faire du bien et qui me fait, quelque part, cette espèce de soupape de sécurité qui fait que, qui d'habitude m'aide à prendre du recul et à me dire, tiens, là, c'est l'heure, va prendre un peu de temps pour toi et demain, tu seras plus capable de réfléchir à ton sujet, en fait. Pour pouvoir continuer, tu te raccrochais à quoi? Qu'est-ce qui était moteur de tout cet investissement? Bah, à la fois, je dirais que c'est une organisation dans laquelle j'ai toujours adoré travailler, dans laquelle j'étais très fière de travailler, qui à plein de moments dans tout mon parcours me l'a rendu bien, hein, parce que dans les progressions hiérarchiques que j'ai eues, et puis parce que en fait, je suis comme ça. Je suis extrêmement résiliente. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est lié à des choses personnelles. J'ai fait du sport à haut niveau. Mais je pense que c'est des choses qui font développer beaucoup de résilience, beaucoup de combativité. Et du coup, bah, je suis comme ça dans tout ce que je fais, en fait, pas que au travail. C'est un mode de fonctionnement. L'envie de réussir, l'esprit de compète. Dans la période un peu, alors avant ces changements-là, avant l'arrivée de la nouvelle équipe de enfin, avant le changement de présidence et le changement de DRH, peut-être ça faisait 3 ans, 3-4 ans, si je me souviens bien. Un peu plus de 4 ans. Ouais. 4 ans que tu avais un certain type de mission qui se passait plutôt bien. Mais pendant cette période-là, est-ce qu'il y avait eu déjà des changements dans l'équipe de direction qui avaient suscité des difficultés ou finalement, qu'est-ce qui faisait que l'un d'un coup, quand il y a eu ce changement, ça a changé les choses pour toi? Déjà, mon poste, il avait été créé par le précédent président. Ça aurait pu continuer, hein, parce que quand j'ai rencontré le nouveau, il m'a dit qu'il avait entendu que du bien de ce que je mettais en place, de mon travail. Il m'a demandé qu'on se voit régulièrement. Donc, en fait, au début, il n'y a pas eu de sujet. Et pour autant, oui, il y a eu des changements, parce que du coup, un changement de président, c'est quand même un fort changement, hein, même s'il y a une forme de... Il y avait une forme de poursuite dans la vision stratégique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un désalignement total entre l'ancien et le nouveau président. Il y a quand même des choses sur l'école, on pivote un peu, un nouveau président, il a aussi envie de marquer rapidement, de mettre sa patte en fait dans la stratégie, de marquer sa présence dans l'organisation, d'y mettre son style. Donc, du coup, sur les sujets, comme je travaillais sur des sujets qui impactaient l'ensemble de l'organisation et plusieurs directions, forcément, il fallait aussi que j'ajuste et il m'a confié aussi des projets directement sur lesquels on a travaillé et qui sont bien passés, même très bien passés en fait. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui étaient challengées, des règles de fonctionnement avec des partenaires qui ont bougé, il y a eu des premiers changements au comité de direction, il y a eu aussi des ajustements financiers assez importants parce qu'il y avait des choses qui bougeaient dans le business et qui effectivement ont eu un impact sur mon périmètre, sur la manière dont je menais une mission. Déjà à cette époque-là, on me demandait de faire un peu des pivots sur mon périmètre parce que ce que je faisais fonctionnait bien. Donc on me demandait d'appliquer des méthodes sur d'autres sujets. Donc quelque part, ce gros sujet qu'on m'a demandé, que la DRH me demandait de mener, m'a été imposé. J'ai dit bah ok, pas de souci. Finalement, c'en est un de plus. Donc oui, pour répondre du coup à la question, oui, j'ai eu plein de changements et qui n'ont pas particulièrement posé de problème parce qu'en fait, c'est une partie inhérente de mon poste de devoir m'adapter aux changements. À un instant donné, dans un poste qui a été créé avec une personne donnée, donc avait une certaine vision de ton poste qui était partagée, que tu as construite avec lui, le président. Donc du coup, ça a roulé parce qu'en plus, lui, il était en pilotage du comité de direction. Il articulait aussi à la fois le poste qu'il t'avait créé, mais en fait, ça a un peu continué avec le suivant, mais sauf qu'au moment du rattachement, on t'a mis sur cette DRH, cette personne qui donc devait te gérer. Quelques mois après l'arrivée du président, donc tous les premiers mois qui ont suivi l'arrivée du nouveau président, il n'y a pas eu de souci sur la mission. Et là, c'est le rattachement à cette DRH qui d'un coup a décidé sur quelque chose qui était pouvoir, j'ai envie de dire. Et du coup qui était sur un poste assez flou et pas assez bien formalisé, voilà. Et du coup, a décidé de réduire ton périmètre sans entendre, sans jamais exploiter tes compétences et qui du coup t'a rabaissé hiérarchiquement, stratégiquement et mais sans le dire, sans non plus être très voilà. Sans le dire, et j'aurais envie de rajouter, je suis pas sûre
qu'elle en avait conscience. Je ne suis pas sûre qu'elle en avait conscience et je ne crois pas qu'il y ait une volonté de me nuire. Ouais. C'était pas une volonté de me nuire, c'était une volonté de, elle, prendre une position et de se montrer parce qu'elle arrivait et qu'elle avait besoin pour un poste. Mais ça, j'en ai pris conscience quasiment après être partie de l'organisation. Parce que sur le moment, comme c'était pour toi naturel d'être en relation avec les DRA, enfin les membres du comité de direction, donc t'avais pas cet a priori de on porte atteinte à mes fonctions Non, dans du ce. tout, non. Je Mais voyais ça quelque part comme des changements qui étaient normaux dans un contexte de nouvelle direction, nouveau codir, surtout avec un précédent président qui était resté très longtemps. Donc forcément, c'est normal qu'il y ait un nouveau président. Ils veulent aussi marquer quelque part son territoire et son arrivée. Donc non, je pense que c'est la vie normale d'une organisation. C'est la manière dont on gère les gens qui est à prendre en considération dans ce contexte-là. parce qu'après, il y a la deuxième déception, c'est-à-dire là où tu vois un relais avec une personne qui te connaissait précédemment et qui donc avait l'habitude de ces relations professionnelles sur tes compétences, ton expertise et comment les utiliser dans un cadre qui correspondait un peu à ses perspectives aussi. Donc du coup, là, il y a une sorte d'alliance qui se fait. Sauf qu'au moment où tu reconstruis ça en disant, bon, ok, je retrouve, là, elle part avec encore une nouvelle personne qui méconnaît ça et qui en plus, elle aussi, encore une vision qui est pas la même que la tienne, mais bon, ça peut arriver, mais sauf que du coup, te met en grande difficulté professionnelle parce que là, du coup, tu te dis, bah, à quoi je sers? Ouais. Et du coup, tu te sens, mais en plus, parce que ce que tu as expliqué par rapport à tout ça, c'est que tu perds beaucoup d'énergie à essayer de démontrer l'intérêt de tout ce que tu fais, alors qu'avant, tu n'avais pas besoin. Bah si, tu montrais ce que tu faisais, mais tu discutais en étant entendu. Des fois, tu C'est revoyais ça. ta position, etc. Mais là, en gros, ce qu'on te dit, c'est on n'écoute même pas ce que tu proposes, on te dit bah fais autrement. Et puis toi, tu luttes, tu te batailles pour essayer de proposer quelque chose qui te semble plus cohérent et plus intéressant, mais systématiquement mis de côté ou pas vu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc tu mets beaucoup d'énergie dans ça pendant beaucoup de temps et en fait à un moment bah tu peux plus parce que ça n'a plus de sens pour toi et là arrive le moment où ça bascule. Sur la journée où donc là où tu te mets à pleurer, est-ce qu'il y a quelque chose dans le travail est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier ce jour-là qui est arrivé? Alors, il y a eu le premier moment où j'ai pleuré, c'est quand mon ancienne responsable m'annonce son départ. Mmh. Là, ça a été et je m'en voulais parce que j'étais contente pour elle de son nouveau poste et en même temps, son départ voulait dire beaucoup de choses en fait dans la construction de ce qu'on était en train de construire, dans la construction de ce nouveau poste, ce nouveau périmètre. Et après, la deuxième fois, oui, c'est un déclencheur où je me retrouve être un peu, je me retrouve pas un peu, mais je me retrouve être le punching ball sur un sujet dont je ne suis pas responsable, mais dont je ne suis pas responsable ni, on va dire, d'un point de vue je ne suis pas responsable ni en termes de stratégie, ni en termes de L'exécution? exécution, et voilà, exactement. Mais je me retrouve à annoncer qu'il y a un problème avec ce sujet-là. Et là, je me fais hurler dessus. Je me fais hurler dessus, je me fais reprocher que ça aurait dû être fait différemment. Et là, je me dis non, mais en fait, c'est totalement injuste. J'appelle pour pouvoir trouver une solution, alerter en amont, parce que le contexte, c'est que c'est moi qui ai eu l'information. En fait, je me suis dit, non, en fait, ce mode de fonctionnement et cette incapacité à écouter, à comprendre, c'est plus possible, en fait. Mais là, alors, c'était la directrice des communications ou c'est la DRH Non, qui à t'a la com. gueulé dessus? À la com. D'accord. Et là, c'était la goutte d'eau de trop où tu t'es dit, stop, c'est n'importe quoi Mhm. ce qui se passe. Je suis même pas sûre que je me sois dit stop. Et je me suis dit, mais pourquoi, en fait? Pourquoi tout ça? Qu'est-ce que j'ai encore fait qui va pas? J'y arrive plus, en fait. Là, je me suis dit, je n'y arrive plus. C'est vraiment le déclencheur, c'est cette phrase-là. J'y arrive plus, en fait. Je suis plus capable. La tête peut plus, mon corps peut plus. J'arrive plus à penser, j'arrive plus à faire. Je ne supporte plus d'être assise devant mon ordinateur à me demander ce que je dois faire et à quel moment je vais me faire taper dessus. Parce que alors, ça veut dire que précédemment, tu avais déjà eu des attaques de sa part. Oui, c'était un mode de fonctionnement. Et elle t'attaquait sur quoi, du coup? C'était pas forcément moi qui étais attaquée, hein. C'était un mode de management, en fait, de l'ensemble de l'équipe qui créait beaucoup de tensions, de questionnements par rôle et ma personnalité. Alors, on est beaucoup me parler. Mmh.
J'étais aussi un peu le réceptacle des frustrations, des questionnements de personnes là-dessus. Sur ce rôle un peu de coacher tout le monde et d'essayer de tirer tout le monde vers un haut et vers une solution. Mais en fait, du coup, c'était pas que moi. Le fait qu'à un moment, ce soit spécifiquement la cible d'un sujet, voilà, d'une crise, c'était la crise de trop, en fait. Dans les crises qui t'ont touché ou marqué, il y avait eu quoi précédemment? C'est assez difficile c'était aussi une forme, c'est un peu difficile de le dire comme ça, mais d'énergie qui était dégagée, d'inintérêt total pour les sujets, pour les gens, en absence d'écoute, des réunions, c'est plus intéressant de caler son agenda, le sujet. Effectivement, l'absence de soutien, quelque chose de très directif et donc aucune écoute, en fait. Aucune écoute. C'était vraiment ça, aucune écoute. Et quand tu dis, pas dans le fond des sujets, ça veut dire que toi, tu identifiais en tous les cas, dans les réunions, des choses qui t'allaient pas, que tu arrivais pas à exprimer ou à dire à ces moments-là? Si, j'arrivais à dire, j'arrivais à exprimer. En fait, je suis obligée de parler un peu de globalement l'équipe parce que en fait, on l'exprimait tous et on avait tous ce sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Du coup, il y avait un sentiment d'incompréhension et moi, quelque part, j'ai un peu été une éponge de tout ça. C'est pour ça que je parle beaucoup d'avoir été combative, d'avoir été résiliente, parce que du coup, il y avait déjà tout ce que j'avais absorbé moi pour les changements que j'avais subis. Et puis là, il y avait ces nouveaux changements. Peut-être ce que j'aurais dû préciser, c'est que dans ce changement-là, j'avais récupéré une équipe plus importante, directement rattachée à moi. Et du coup, j'avais aussi cette volonté de les protéger, de les embarquer dans un nouveau projet, que ce soit stimulant en fait, et qu'ils se retrouvent pas du coup dans un questionnement tel que celui que dans lequel j'étais depuis des mois, c'est-à-dire comment je mets les choses en place, quelle est notre mission en fait en tant qu'équipe. Donc j'avais vraiment le souci de mon équipe a certainement été aussi un élément de plus que j'ai dû porter et qui a peut-être accéléré en fait. Pour revenir sur cette phase de basculement, donc ce jour où, là, c'est l'attaque de trop, qui te, fait, craquer. Mmh. Vraiment, là, tu pleures et donc tu pars voir ton médecin et c'est ton médecin qui te dit stop, en fait, et qui te dit: «Oui, là, il faut prendre du temps» et qui après va poser les mots sur ce qui t'arrive et tu vas prendre Ouais. conscience que bon, OK. Et est-ce que dans cette phase-là, tu as des manifestations physiques? Enfin, là, par exemple, si on te demandait de retourner au travail, est-ce que physiquement c'était possible ou pas? Ou c'était impossible même d'imaginer, retourner sur ton lieu de travail? Ah pour moi, c'était évident qu'il fallait pas que je m'arrête longtemps, il fallait que j'y retourne en fait. Là, que j'avais juste besoin d'un petit break, qu'il fallait que je dorme, Mmh. et que après il fallait que j'y aille parce que fallait retourner au combat et que il faut que j'y arrive en fait. Mmh. J'avais pas le choix, il fallait que j'y arrive. Il fallait que j'y arrive pour moi, il fallait que j'y arrive pour la boîte, il fallait que j'y arrive pour l'équipe, que en fait ne pas y arriver n'est pas une option. Et donc ça, tu le dépasses ou qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, donc tu te mets en arrêt. Là, effectivement, je me rappelle plus exactement comment ça s'est déclenché, mais là, je crois que c'était à la fin du premier jour ou deuxième jour, du retour. Honnêtement, je sais plus ce qui a déclenché, mais en fait, je sais plus si c'est un mail ou en tout cas quelque chose qui s'est pas passé comme j'aurais voulu que ça se passe pour que ça avance. Et là, en fait, je savais plus ce que je devais faire. J'étais incapable. Et là, je suis allée dans le bureau de la DRH, je lui ai dit: faut qu'on se parle». Je sais même plus si c'était dans son bureau ou celui de sa secré son assistante. Et elle m'a dit: «Attends, la RH va te recevoir». Et effectivement, elle a annulé la réunion qu'on avait normalement avec d'autres personnes. Et là, j'ai vidé mon sac. En fait, je lui ai dit: «C'est pas possible. En fait, voilà ce qu'on subit, voilà ce qui se passe, globalement dans l'équipe, dans la direction. Voilà les questions que je me pose. J'y arrive plus, en fait. Je sais plus par où prendre le sujet». Et à l'issue de cet échange, qu'est-ce qui se passe? Alors c'était en fin de journée. Je crois que je me couche, je m'endors, je me réveille dans la nuit comme d'habitude. Je dois appeler ma famille, mon conjoint et que c'est eux qui me disent, enfin voilà, t'appelles, parce que moi j'étais pas, chez moi vraiment, j'étais près de mon boulot. Mais en fait, tu rentres et puis tu rappelles ton médecin. Et sinon, je la rappelle, m'arrête jusqu'à mes vacances, donc une petite semaine. Et on me dit: «Prenez le temps et on se reparle, à la fin de nos vacances, mais je pense qu'il faudra que vous vous arrêtiez plus longtemps». Elle dit: «Non, 2 semaines et demie, bon, à la fin de 2 semaines et demie, ça va aller, en fait». Et en fait, le fait d'arrêter, je relâche et là, c'est presque pire, en fait.
C'est-à-dire que le corps dit totalement plus capable de rien. La seule chose dans ce cas-là, c'est de dormir. J'ai plus envie de manger. Je pleure pour rien. Donc, je suis obligée de prendre conscience qu'il y a autre chose, quoi. Après, donc là, il y a cette phase-là, donc cette phase de physiquement le relâchement total, parce que toute l'énergie que tu donnais précédemment pour te maintenir à niveau, bon bah ça craque. Enfin c'est voilà, là bah ton corps te rattrape. Donc là, il a besoin de beaucoup de sommeil, beaucoup de dodo, enfin beaucoup de. C'est ça. Même si c'est difficile, hein, c'est du sommeil déconstruit, c'est-à-dire que je dors à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, puis l'autre, j'y arrive plus, et puis je pleure, et puis je me dis, allez, il faut que tu te ressaisisses. Enfin, c'est vraiment les montagnes russes, quoi. Après, qu'est-ce qui s'est passé pour toi et comment ça évolue après? À quelques jours de la reprise, l'angoisse, elle monte. Je dis qu'il y a autre chose. J'ai pas encore trouvé résolu et que je sens que je vais craquer, que j'ai pas envie de recraquer au boulot parce que si je recraque, il y a aussi quelque chose dans l'image que je vais projeter qui ne me convient pas. Donc, je dois discuter avec mon médecin. Et en fait, en discutant avec elle, je m'effondre complètement. C'est perdu que je sais pas, que je comprends pas. Donc là, elle me réarrête. Et en fait, ça va être un enchaînement d'arrêts avec vraiment des montagnes russes, avec beaucoup de temps pour accepter l'arrêt. Parce que je me sens coupable vis-à-vis de mon boulot, vis-à-vis de mon équipe. Je culpabilise, j'ai honte, j'ai l'impression d'être faible et je supporte pas ça. Et en fait, s'il y a un truc qui me fait tenir, c'est que du coup, j'allais commencer un coaching et je le commence, mais du coup, je fais pivoter les objectifs du coaching en fait. Et ça, je pense que ça a été du coup un moment clé pour accepter et surtout accepter que et prendre conscience que bah, le problème c'était pas que moi. Je dis pas que moi parce que je pense que le fait d'être engagée, d'être résiliente, d'être hyper battante, c'est un point fort et un point faible de cela. Parce que c'est aussi, c'est résister, mais c'est aussi ne pas être capable d'accepter à un moment qu'il y a des choses qu'il faut pas accepter. Et le coach m'a beaucoup aidé là-dessus. Il m'a aussi aidé, conscience, du coup, de ce dont j'avais besoin dans mon cadre professionnel pour me sentir bien, pour exceller, pour avancer. Et du coup, entre le moment de l'arrêt, vraiment, un premier échange que j'ai eu avec ma DRH que j'ai provoqué, s'est passé peut-être 4-5 semaines. Et cet échange-là, je lui ai dit, en fait, je ne reviendrai pas sur ce poste. Je ne reviendrai pas sur ce poste dans ces conditions-là. Parce qu'en fait, s'il est voué à l'échec, et quelle que soit la personne que vous y mettrez. Et ça, en fait, ça a été une étape d'acceptation et une étape de reconstruction en même temps. D'accepter, en fait, que, ben voilà, que j'avais craqué, que c'était de ma faute, mais pas que, qu'il y avait aussi, du coup, plein de choses dans mes valeurs sur lesquelles j'ai travaillé qui fait qu'elles étaient pas du tout en accord, en fait, avec ce qu'on me proposait là. Et c'était quoi tes valeurs qui étaient touchées dans ces moments-là? Ma valeur première, c'est le défi et le challenge. Il a été chahuté, on va dire, depuis un moment. Il y a la collaboration positive. Je n'ai plus tout en tête. Mais, il y a la collaboration positive, le fait de faire partie quelque part d'une famille avec mon équipe, le besoin d'avoir de l'impact, de me dire que ce que je fais, en fait, ça a du sens, que ça sert l'organisation, que ça sert les gens. C'est une chose qui est importante. Enfin, ouais, en tout cas, c'est les éléments principaux. Et en fait, dans ce poste-là où j'étais, enfin, en tout cas, dans cette succession d'évolutions de mon périmètre, il y a plus de challenge, dans le sens de challenge autonomie, il y avait plus de sens. Et puis, je me retrouvais, du coup, dans une non-collaboration, en fait. En fait, ça fonctionnait pas. Nous allons bientôt arriver au terme de notre échange. Je me permets de te dire 2-3 choses sur la situation que tu as partagée avec nous, qui est un événement quand même assez fort. Ce que j'en vois, c'est en tous les cas, souvent, bon, il y a le côté quand même là, je déconstruis un préjugé qu'il y a souvent, oui, les personnes sont fragiles et celles qui craquent, ce sont celles qui sont fragiles. Mon sentiment, est-ce que moi, en tous les cas, j'en retiens, c'est plutôt que c'est des gens qui tiennent le très longtemps face à des situations qui sont très compliquées. Tu parles de sportifs de haut niveau et je pense que c'est un peu des athlètes de marathon, vraiment, qui tiennent très, très long, mais en fait, à un moment, ils en oublient qu'ils ont un corps et qui posent des limites et qui, en fait, vont trop loin dans la performance
et qui se font rattraper par leur corps. C'est un peu la vision que j'ai du burn-out et qui est telle que je C'est trouve exactement ce que je ressens aujourd'hui. et après, ce qui m'impressionne toujours dans ce genre de situation, et tout de même, parce qu'il y a quand même une part de responsabilité de ton travail, parce que ce sont les changements du travail mal accompagnés, ou en tous les cas, qui t'amènent à un changement de position dans lequel tu essayes de donner quelque chose d'autre et qui en fait ne se rencontre pas avec ton organisation, et qui, euh, en plus, et c'est là où c'est la tristesse, c'est que et qu'on voit, c'est-à-dire à quel point on se sent coupable et responsable d'une situation en se disant c'est de ma faute, c'est parce que j'ai pas été assez bon. Mmh. Alors que les années passées ont montré que tu étais très bonne à un moment donné, mais que là, quelque chose a échoué et n'est pas venu en tous les cas bien se conjuguer, mais qui a été mal porté aussi par une organisation du travail, pas forcément identifiée en tant que telle, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui a pas été mis pour prendre en charge ça et pour prévenir ce Oui. genre de situation. Du coup, alors on est au terme de notre échange, mais j'offre systématiquement à chaque personne qui vient témoigner un moment. Là, c'est le moment où je laisse ouvert si tu vois, tu as quelque chose à partager ou quelque chose que tu aurais voulu partager avec les auditeurs auditrices, c'est ton moment à toi. Parce que du coup, on a beaucoup échangé. Là, j'ai beaucoup relancé sur ce que tu vois, la façon dont je veux amener les gens à penser ou à voir, en tous les cas, comment on arrive à craquer au travail. Mais là, du coup, c'est ton moment à toi. Est-ce que tu avais quelque chose que tu aurais eu envie de partager avec les auditeurs, auditrices et on échange un peu dessus? Alors, j'ai envie de leur dire qu'effectivement, faut croire en soi jusqu'au bout parce qu'effectivement, je partage complètement la conclusion que tu as fait, la conviction que tu as que c'est des gens les plus résilients qui sont arrivés au burn-out, assez convaincus. Et en fait, cette conclusion, elle m'a rappelé un élément de déclic qui a déclenché un peu de la colère dans le sens de la rage de m'en sortir. C'est une des dernières phrases que m'a dit ma DRH quand du coup, j'ai quitté l'organisation, qui était sûrement bienveillante, mais que j'ai trouvé hyper maladroite, c'est que je devais travailler sur le fait que j'étais trop sensible. Et en fait, quand elle m'a dit ça, ça a déclenché une rage inouïe chez moi, une colère et une forme de prise de conscience que sa bienveillance depuis tous ces mois était une fausse bienveillance et qu'en fait, elle avait rien compris au mot H dans le RH. J'imagine même pas à quel point, au regard de tout ce que tu as dû contenir, toi, par rapport aux défaillances que tu as pu voir chez elle, et qu'à ce moment-là, elle vienne en disant c'est toi qui es trop sensible, la déferlante intérieure qui doit te traverser à ce Oui. moment-là. J'imagine que pendant tout ce temps professionnel que tu as passé, où toi, tu as contenu intérieurement pour essayer de se dire bon attends bon ok je lui donne des excuses, enfin bon bref, alors que je vois bien qu'elle est nulle sur plein de points et que là elle pourrait faire largement mieux mais que je lui dis pas parce que je suis gentil. Là elle te voit un peu en détresse et elle te dit c'est que t'es trop sensible. Mais c'est vrai que le monde du travail des fois est très injuste. Oui, c'est ça, il est injuste et en même temps, il est comme ça. Donc, je pense que je suis pas sûre qu'on le changera, mais c'est plutôt à nous, une fois de plus, enfin, nous, dans le sens, nous, orateurs, salariés, d'être résilients tout en sachant poser des limites. Et je pense que le rapport au travail très différent des générations qui arrivent, lui, peut-être, fera bouger des choses, dans les organisations. T'aimerais voir quoi bouger dans les organisations, toi? Qu'est-ce qui te... Déjà, le côté ultra rigide des niveaux hiérarchiques. Je suis assez convaincue, je l'ai partagé d'ailleurs dans notre échange, dans notre podcast, qu'en fait, on voit qu'en tant que manager, on peut apprendre aussi des gens qui sont hiérarchiquement, tu vois, en dessous de nous et qu'on doit vraiment justement créer ce partage et que chacun doit apprendre de l'autre, en fait. Et le côté très management chez Falion, ça a beaucoup de limites et ça fait pas grandir les organisations. te remercier infiniment pour ton témoignage, le partage que tu as fait de l'ensemble des éléments à la fois de ton burn-out, de ton environnement professionnel, de comment tu as traversé tout ça. C'était un moment très fort en tout cas pour moi et je l'espère pour celles et ceux qui nous écoutent. Et voilà, cet épisode arrive à sa fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ce témoignage vous aura touché, fait plaisir ou simplement parlé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou Facebook pour rester connecté.
Prenez soin de vous et à très vite.